Je suis dans le bureau de Marc Lazare, un grand spécialiste de l'Italie contemporaine. Il est professeur d'histoire et sociologie politique à Sciences Po ainsi qu'à la LUISS de Rome. Et puis, il a beaucoup d'autres titres, n'est-ce pas? Oui, enfin, je suis effectivement actuellement directeur de département d'histoire ici, à Sciences Po. Et puis, je suis président à la fois du conseil scientifique de Sciences Po et du conseil scientifique de la School of Government, puisque c'est le terme qu'on a donné à cette école de gouvernement et de gouvernance que nous avons créée à la LUISS et qui vise à former la classe dirigeante italienne et d'ailleurs les classes dirigeantes en général en Europe. Depuis plusieurs années, Marc Lazare vit entre la France et l'Italie. Il a même passé une période où il était essentiellement à Rome. Et maintenant, il est basé à Paris, mais il fait des déplacements continus en Italie, à Rome surtout, mais aussi en d'autres villes. Absolument, oui, c'est vrai. J'ai la chance, c'est une chance d'avoir cette vie. Une vie marquée par l'intérêt pour l'Italie, on va y revenir, une vie qui a été marquée par une année entière à l'Institut universitaire européen de Florence, il y a très longtemps maintenant, en 1986-1987, ça a été le moment un peu de la révélation pour moi de l'Italie. Et puis 2 années à Rome avec ma famille et de très fréquents séjours. En moyenne, je suis 2-3 jours par mois en Italie, justement à cause de mes fonctions à la LUISS à Rome, donc plutôt à Rome, mais souvent je vais ailleurs. Et, je suis aussi souvent à Bologne, parce que je fais partie du comité de rédaction de la revue Il Mulino, et donc ça m'oblige à aller, mais c'est un plaisir d'aller à Bologne pour les réunions de ce comité de rédaction. Et puis j'y suis quasiment 2 jours par semaine au mois d'octobre quand j'enseigne à la LUISS. Alors, comment est né cet intérêt pour l'Italie qui est devenu un élément dominant de votre vie professionnelle et personnelle? Oui, c'est vrai. Alors, je pourrais dire que comme tout Français né dans une famille, j'allais dire, d'un bon niveau culturel, l'Italie a toujours été un pays qui a été dans mon éducation. Mes parents aimaient beaucoup l'Italie, ils ne parlaient pas italien, mais ils avaient cette attraction qui est si partagée en France, dans un certain milieu socio-culturel, disons. Mais je crois, très franchement, c'est pas le moment essentiel. Le moment essentiel, c'est quand, justement, j'ai été recruté en 1986-87. J'étais à l'époque assez jeune encore. Et j'ai été recruté à l'Institut universitaire européen pour une bourse de recherche qu'on appelait à l'époque bourse Jean Monnet. L'Institut universitaire européen est dans les locaux extraordinaires de Fiesole, au-dessus de Florence. C'est une université européenne pour la recherche en sciences humaines et sociales. Et j'avais déposé un projet de recherche sur les partis communistes français et italiens. Nous sommes dans les années 80. Donc je pourrais presque dire que je suis venu à l'Italie par le communisme. Non pas que j'ai été militant communiste, mais par l'intérêt pour le communisme. Alors c'est vous, Michele, vous le savez, mais les jeunes générations parfois ont complètement oublié que le communisme a été un élément fondamental et de la France, et de l'Italie, parce qu'ils possédaient, ces 2 pays, de puissants partis communistes. Et donc, très puissants partis communistes. Les 2 plus puissants de l'Europe occidentale. Et qui exerçaient aussi un rôle, je ne veux pas dire d'hégémonie, mais quand même quasi hégémonique sur la culture, sur les milieux culturels des 2 pays. Alors ça commençait à décliner quand j'arrive à Florence en 1986, mais ils étaient encore très puissants. On n'a pas idée, effectivement, de la puissance des communismes français et italiens. Et donc j'ai débarqué en Italie pour cette année pour étudier cela. Et c'est vrai que ça a été une révélation. D'abord, la ville de Florence. J'ai fait très attention durant cette année de ne pas faire comme beaucoup de mes collègues qui passaient une année ou plus à Florence en ne parlant qu'anglais, qui est la langue officielle de cet institut, avec le français, mais surtout l'anglais, et qui vivaient comme ça dans une sorte de microcosme complètement séparé de l'Italie. Moi, mon projet était inverse. J'ai passé d'abord 1 mois à apprendre l'italien. Je n'étais pas le seul, on avait une session de formation pour apprendre l'italien. Puis par mes recherches dans les archives, ma dimension historique, par les entretiens, ma dimension sociologique, par la volonté de rencontrer des gens, de surtout fréquenter des Italiens et de ne pas rester avec les Français, les Anglais, les Danois, les Américains, que sais-je, même si je les
voyais de temps en temps, je me suis immergé dans cette Italie. On est en 1986-87, l'Italie a ce moment un peu d'exaltation, elle sort des années de plomb, c'est l'époque de Bettino Craxi, c'est l'époque où les statistiques économiques disent que l'Italie dépasse le Royaume-Uni, il y a une sorte d'euphorie, j'ai été très frappé par cette euphorie italienne de l'époque, et puis c'est Florence, hein, à la fois ce côté austère et un peu parvenu de l'architecture des Médicis à Florence, cette gigantesque patrimoine artistique, cette douceur si émouvante de la campagne toscane marquée par le travail de l'homme. J'avais cette vue dans un petit appartement que je louais comme ça, à la fois sur la Bibliothèque nationale, Santa Croce en face, et puis les collines florentines. Je suis encore ému en évoquant ce souvenir parce qu'il y avait cette sorte de beauté italienne absolument fascinante. Et voilà, et là c'est vrai qu'est née une passion qui a été la passion pour la Toscane et pour l'Italie en général. Oui, donc ce n'était pas uniquement la culture avec un grand C, mais c'était aussi la façon de vivre qui vous a intrigué, qui vous intéressait. Alors, oui. Oui, la culture bien sûr, parce que quand vous êtes à Florence, vous êtes, surtout pour un historien, confronté à l'histoire, vous êtes presque écrasé par le poids de l'histoire. Évidemment, d'aller à San Marco pour voir les fresques, on y passe des heures, de la présence de Dante, enfin bon, il y avait cette dimension culturelle, mais c'est vrai aussi le type de rapport avec les Italiens, même si j'espère que mes amis florentins ne m'en voudront pas s'ils voient cette interview. Les Florentins ont un grand aspect commun, me semble-t-il, avec les Parisiens, c'est qu'ils sont extraordinairement difficiles d'accès. Je me rappelle que j'ai passé une année sans jamais être invité chez un vrai Florentin. Et j'ai été invité au moment où ils ont appris que je repartais. Là, c'était un grand privilège, j'ai pu rentrer dans la maison d'un Florentin. Mais à Florence, il n'y a pas que des Florentins, il y avait des gens venus de toute l'Italie, et c'est surtout eux que j'ai fréquentés. Et c'est vrai que j'ai été sensible à un certain type de rapport humain. J'ai appris beaucoup sur ce qu'étaient les Français à Florence, et d'ailleurs au fur et à mesure de mon intérêt pour l'Italie, je me suis sans arrêt remis en cause comme Français. Et c'est vrai qu'il y a très souvent en Italie, sans rentrer dans les clichés, une facilité d'échange, une forme de sociabilité. Et à Rome notamment, parce que l'autre ville où vous avez passé la plupart de vos séjours italiens, c'est la ville de Rome. C'est vrai, c'est encore plus fort à Rome. C'est encore plus fort à Rome. Où, là aussi, c'est ambivalent d'ailleurs, parce que à Rome, il y a cette fameuse, ce côté un peu malotru du romain populaire, celui qui d'abord parle dans son dialecte romanesque que j'ai encore du mal à comprendre, et qui est parfois un peu agressif, qui n'est pas agressif. Voilà, un plébéien voilà. qui est un peu bourru, qui n'est pas toujours un raffinement d'éducation, mais la même personne, au bout de quelque temps, quand vous vivez dans son quartier, est quelqu'un d'une formidable humanité. C'est très étonnant ce rapport que peuvent avoir les Romains. Et ce qui nous avait frappé, d'ailleurs, encore une fois, j'étais pas seul à Rome, alors que j'étais seul à Florence, vous saurez tout sur ma vie privée. À Rome, c'est cette sociabilité, cette facilité, cette manière de... Ce brassage de différents milieux sociaux. Ça aussi, ça jouait beaucoup. Et puis alors, une chose qui m'a toujours étonné à Rome, et ça c'est puisque vous m'attirez à parler sur les choses qui ne sont pas simplement de l'ordre du culturel, mais de la sensibilité quotidienne, disons. C'est cette facilité qu'on a à Rome de pouvoir organiser au dernier moment des soirées, alors que les gens ont leur vie professionnelle, leur vie de famille. C'est quelque chose qui existe chez les Français quand on est jeune, puis quand on est étudiant, on va manger ensemble le soir, etc. Puis quand les gens fondent des familles, quand ils travaillent, en général, beaucoup de formalisme se met en place. Et ce qui n'est pas du tout le cas à Rome. À 4h ou 5h de l'après-midi, vous avez un coup de téléphone de quelqu'un qui exerce parfois des responsabilités très importantes dans une entreprise, dans un cabinet d'avocats, au gouvernement, à la télévision, à la radio, et qui vous dit « Allez, vieni stasera a mangiare una pasta asciutta ». Et on s'organise comme ça, au dernier moment, y compris avec des personnes très importantes. Il ne craint pas qu'on le considère comme quelqu'un qui n'a rien à faire. Voilà, alors qu'en France, évidemment, si vous, Michele, vous m'appelez en me proposant un dîner ce soir, bon, avec vous, je ne le ferai pas, évidemment, mais une autre personne, je vais peut-être jouer le Parisien qui va commencer à feuilleter son agenda et vous proposer un dîner dans 3 mois, en disant qu'il est très très pris. Et ça, je dois dire que c'est vrai que peut-être à Paris,
Paris, c'est une ville plus grande, les gens ont plus d'engagement. Mais c'est vrai qu'il y a cette forme j'allais dire, d'immédiateté qui me plaît beaucoup. Il y a d'autres aspects qui me plaisent moins en Italie, bien sûr, comme j'imagine pour un Italien, il y a des aspects français qui me plaisent moins. Mais c'est vrai que ça, c'est agréable, sans compter à Rome, évidemment, là aussi, la richesse culturelle, le patrimoine historique, mais la lumière romaine, ce ciel extraordinaire, cette végétation qui fait que c'est très dur de rentrer à Paris, après 2 années à Rome, surtout quand aujourd'hui on associe le parisien, ce ciel gris. Voilà, donc là il y a un enthousiaste de l'Italie, même si sur le plan sociopolitique, il ne ménage pas les critiques à notre pays, mais de toute façon, globalement, vous êtes un enthousiaste de l'Italie. Alors, je suis un enthousiaste parce que l'Italie m'a beaucoup appris d'abord sur elle, et plus, ça fait donc depuis 86 que je m'intéresse à l'Italie, donc bientôt 30 ans, et plus je crois connaître ce pays, plus il m'échappe. Non, c'est-à-dire plus je crois comprendre sa langue, je ne suis pas un italianiste, je ne suis pas un italien, je ne suis pas agrégé d'italien, je suis tout simplement agrégé d'histoire, donc je ne suis pas agrégé d'italien. Non, mais vous parlez très bien. Oui, non, mais bon, par exemple, il y a des dialectes que je ne comprends pas. Quand je suis dans la région de Naples, quand je suis à Salerne, et déjà le dialecte en 40 km change. Bon, il y a des choses qui m'échappent, mais au-delà de cela, plus je crois comprendre ce pays, plus il y a des choses encore qui m'échappent, parce que c'est un pays d'une rare complexité. Tous les pays sont complexes, mais peut-être l'Italie encore plus qu'un autre. Et c'est vrai que j'aime ce pays, mais qui aime bien châtie bien. Et c'est vrai qu'il y a... Évidemment. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on peut être exaspéré par l'Italie, on peut s'inquiéter pour l'Italie. Je suis inquiet pour l'Italie d'aujourd'hui, comme d'ailleurs je suis inquiet pour l'Europe. Et voilà. Et ça, c'était justement la question que je souhaitais vous poser. Vous avez fait allusion tout à l'heure à cette Italie... disons, fière d'elle-même, des années 80. Maintenant, on traverse une période bien différente. Quel est, d'après vous, l'état de santé économique, politique et même du corps social de l'Italie en ce moment? Je crois que l'Italie va mal. Mais elle n'est pas la seule. Je crois que beaucoup de pays européens vont mal. Dans le cas italien, je crois d'abord que l'économie arrive à un point d'essoufflement. À mon sens, il y avait un certain type de modèle de développement de l'Italie qui a caractérisé l'après-Seconde Guerre mondiale et qui reposait sur le système suivant. Un État très tatillon, très bureaucratique, mais qui fermait les yeux sur beaucoup de choses et qui, de ce point de vue-là, laissait s'épanouir une société civile pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, les fameuses petites entreprises italiennes. Pour le pire, la criminalité organisée. Et ça a été la grande caractéristique du développement italien, en gros, de 1945 jusqu'à la fin des années 80, avec des moments de haut et des moments de bas, mais c'est le fameux premier miracle italien le boom des années 50-60, cette incroyable transformation qui a métamorphosé un pays qui était agraire, un petit peu industriel, en un pays post-industriel en moins d'une génération. Et à part l'Espagne, c'est le pays qui a connu la plus grande accélération de l'histoire. Eh bien, ce modèle-là est un modèle épuisé, il faut le repenser. Pourquoi il est en voie d'épuisement? Parce que du fait des défis de la globalisation aujourd'hui, tout ne peut pas être résolu uniquement par l'ancestral savoir-faire italien et de la société civile. Parce qu'il y a des investissements, il y a des décisions de l'autorité publique, qu'elles soient régionales, locales, régionales, nationales ou européennes, qui détermineront les choix d'Italie. Parlons clair pour se faire comprendre. Nous savons que l'Europe n'a comme seule chance de s'en sortir par rapport à une Chine conquérante, par exemple, ou par rapport aux États-Unis, bien évidemment, que si elle investit considérablement dans ce qu'on appelle la société de la connaissance, dans la recherche et le développement. Et ça, c'est pas simplement quelque chose qui peut se faire par des fonds privés ou par une société civile ou par même les petites entreprises italiennes qui n'ont jamais beaucoup développé cette activité. Donc c'est pas une incitation venue du haut. Et c'est ça qu'il faut repenser, cette articulation entre les autorités publiques et le dynamisme de la société civile. Donc voilà un élément de préoccupation. Et ce qui me frappe en Italie, c'est un deuxième point, outre la médiocrité de la classe politique italienne, pas individuellement, mais dans sa globalité depuis ces dernières années, qui n'est pas
le monopole, je précise, de l'Italie, c'est un problème général de l'Europe aujourd'hui, c'est la difficulté d'anticipation de la classe politique italienne. Ce qui me frappe en Italie, au-delà de la médiocrité souvent dénoncée de la classe politique italienne, mais encore une fois, c'est, je pense, un phénomène presque européen. On a une classe politique en Europe moins compétente que par le passé. C'est la grande difficulté d'anticipation des élites. Et ça me préoccupe beaucoup. Ça, je pense que c'est une différence avec la France. Je vous prends un exemple. L'Italie a enregistré depuis des années un déclin démographique hallucinant. C'est-à-dire que c'est le pays qui aujourd'hui a le plus faible taux de natalité. Donc c'est un énorme problème pour le futur. Ce n'est pas au cœur du débat public, alors que ça devrait l'être. C'est-à-dire qu'on devrait se dire, là, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut prendre un certain nombre de mesures pour les femmes, pour les couples, pour l'aide aux familles, pour des crèches, etc. Peut-être ça, c'est un problème d'anticipation. Aussi parce que l'Italie avait le complexe des familles trop nombreuses. Sans doute. Historiquement parlant. Sans doute, et ce n'est pas un hasard qu'on retrouve ce phénomène aussi dans l'Allemagne qui a connu l'expérience du nazisme, l'Italie qui a connu l'expérience du fascisme, le Japon qui a connu l'expérience d'un régime autoritaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est un très bon exemple de l'incapacité des élites dirigeantes, c'est-à-dire là il y a un problème et il faut trouver des solutions sur 10, 15, 20 ans pour le futur. Quant au corps social de l'Italie, c'est une société très fragmentée. Vous êtes une société très fragmentée et avec un grand problème, c'est de savoir comment reconstruire une cohésion en Italie. Et là, il y a des crispations très fortes entre ceux qui disent l'Italie, ça doit être fondé sur la religion catholique parce que l'Italie est avant tout un pays catholique, ceux qui ont d'autres visions. Mais il faut sans doute, l'un des grands défis, c'est la redéfinition de l'être ensemble italien. Hein, ça, c'est des grands points. Je voudrais juste dire une chose, c'est qu'en France, on a une vision totalement noire de la vie italienne, ou plus exactement, magnifique, irénique, superbe, n'est-ce pas, les Italiens, c'est tous très cultivés, ils ont un patrimoine culturel extraordinaire, et puis une vision très négative de la politique, de l'économie, de la société. Je pense qu'il faut sortir de ces clichés, parce que moi, ce qui me frappe aussi en Italie, c'est que malgré ces gros problèmes qu'affronte la société italienne, malgré la gérontocratie italienne, par exemple, malgré les profondes inégalités qui existent dans ce pays, entre jeunes et gens âgés, entre hommes et femmes, entre Italiens et immigrés, entre Italiens du Nord et Italiens du Sud, il reste en même temps une vitalité dans ce pays, une volonté de s'en sortir, d'inventer d'autres choses, qui parfois me sidèrent, mais au bon sens du terme. Beaucoup de choses à tirer du laboratoire italien. Les relations entre la France et l'Italie restent des relations importantes et sur le plan économique, il y a un volume d'échanges qui est colossal et sur le plan culturel. Oui, c'est évident et je crois qu'en plus, au moment où nous parlons, nous sommes dans une conjoncture extraordinairement favorable d'un point de vue politique. Vous savez, la France se rappelle que l'Italie existe lorsqu'elle a des problèmes avec l'Allemagne. Et comme elle a des problèmes avec l'Allemagne aujourd'hui, elle se rappelle qu'il y a l'Italie. Et donc on voit très bien qu'entre François Hollande et puis Mario Monti et puis maintenant Enrico Letta, les rapports se sont extraordinairement réchauffés. Mais et en ce moment, les deux pays, notamment entre le gouvernement Letta et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et du président Hollande, ont les mêmes objectifs en Europe pour essayer de relancer la croissance, relancer le travail, etc., etc. Mais moi, je crois que c'est toujours très important les rapports bilatéraux. Et par exemple, ici à Sciences Po, on a plein d'étudiants italiens, on envoie des étudiants de Sciences Po en Italie, c'est très important. Mais qu'on ne peut penser ces rapports bilatéraux que dans un cadre européen et là aussi globalisé. C'est-à-dire, la question, c'est plus simplement les échanges franco-italiens, mais qu'est-ce que les échanges franco-italiens peuvent apporter à l'Europe et au monde ? Et je vous prends des exemples. Nous avons ensemble quelque chose à dire sur le destin de l'Europe, d'un point de vue politique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social. Et nous avons, Français et Italiens, des choses à dire avec l'autre rive de la Méditerranée, parce que c'est un des grands enjeux aujourd'hui. Que va devenir ce monde maghrébin et le monde du Machrek qui a connu ces révolutions ? Nous avons à monter des projets qui ne sont pas simplement franco-italiens, mais franco-italiens, méditerranéens, arabo-méditerranéens. Voilà, par exemple, c'est quelques pistes de travail qui montrent qu'on ne peut plus rester dans le bilatéral. C'est du franco-italien dans une perspective plus large. Et c'est vrai pour tout. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'image que le français moyen
a chez lui, dans son cerveau, concernant l'Italie. Donc une image de pays charmant, mais en même temps très faible sur le plan des performances économiques, de la cohésion politique et ainsi de suite. De la part des Italiens aussi, il y a des liens communs, c'est-à-dire que d'un côté la France est idéalisée, comme si tous les Français étaient des enthousiastes payeurs d'impôts, n'est-ce pas? La bureaucratie anticipe les nécessités des citoyens, tout marche à la perfection. De l'autre côté, il y a cette idée que les Français seraient arrogants, toujours animés par un dessein hégémonique, tous de petits Napoléon en puissance, etc., etc. Bien évidemment, il faut se méfier des lieux communs. Mais pensez-vous qu'il y a quelque chose tout de même de vrai dans cette idée que les Français souhaiteraient toujours exercer un leadership absolu sur la construction européenne? Oui. Oui, je pense qu'il y a un héritage effectivement à la fois du passé lointain en français, comme vous dites. Vous, les Italiens, vous parlez souvent de la grandeur française, hein, une notion qui, je crois, a disparu de la majorité des Français aujourd'hui. Dans le langage politique français, cela n'existe plus. Ça n'existe plus, parce qu'on sait qu'on est une moyenne puissance. Hein. Mais il reste quand même cette sorte d'héritage, et il reste l'héritage de la manière dont la France a conçu la construction européenne dans son dialogue franco-allemand, avec une prééminence politique française. Et ça aboutit très souvent à des réflexes presque instinctifs des dirigeants français, qu'ils soient de droite comme de gauche. On intervient en Libye, puis on verra bien après si les autres suivent. On affirme que ce qui est en France est bon pour l'ensemble de l'Europe. Et on a beaucoup de mal encore à passer à l'étape suivante, qui pourtant est présente chez beaucoup de Français, que dorénavant la France est évidemment a une grande histoire, c'est un grand pays, je suis très fier d'être français, mais qu'en même temps, on doit être dans une situation beaucoup plus de dialogue, d'ouverture au monde. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus présent, cette idée que certes nous avons une grande histoire, mais que nous sommes une puissance moyenne, que nous avons des atouts, nous avons des faiblesses aussi, et que surtout on doit être ouvert au monde, au reste des Européens, dans une situation de dialogue. C'est très présent dans le monde des entreprises, je crois que c'est présent chez nos étudiants, c'est moins présent dans une classe politique qui est encore accrochée aux vestiges du passé. Donc c'est des choses en évolution, et sans parler évidemment de crispation d'un certain nombre de Français qui veulent un repli national. Donc même en France, la classe politique n'arrive pas à réunir le meilleur du pays. Je crois que du côté des politiques, il y a une difficulté encore à prendre en compte toutes ces transformations. Je suis très frappé par ça. Il se trouve que récemment, je discutais avec le président d'AXA, Henri de Castres, qui est à la tête d'une des plus grandes sociétés d'assurance mondiale. Et c'est absolument fascinant, la culture d'AXA, parce qu'AXA dit, nous ne sommes pas une entreprise française, nous sommes une entreprise mondiale en France. Et c'est une transformation fondamentale. Regardez par exemple le débat qu'il y a eu sur la francophonie au moment de la loi de la ministre de l'Enseignement supérieur sur le fait qu'on peut enseigner, donnant la possibilité d'enseigner en anglais. Nous, ici à Sciences Po, on enseigne à 50% de nos cours en anglais, nous avons 40% d'étudiants étrangers. Et on a eu une levée bouclier de gens extraordinairement respectables, dont nos fameux académiciens et de grands intellectuels disant c'est insupportable, pas question, il faut défendre la langue française. Eh bien moi, je pense que nous défendons beaucoup mieux la langue française en autorisant les étudiants étrangers à venir ici à Sciences Po sans leur demander un prérequis de français, en leur donnant pendant 1 an des cours en anglais qui leur permettent de suivre leur scolarité, mais parallèlement, nous leur donnons des cours de français, ils rencontrent des étudiants français, ils vivent en France et ils deviennent eux aussi amoureux de la France. Et par conséquent, ils vont rentrer dans leur pays avec une French touch, avec la touche française, et en plus, sans doute, l'apprentissage de la langue française. Si je mets le prérequis du français, j'ai quasiment plus personne en Asie. Si je lève ce prérequis, je les fais venir et s'imprégnant de la France avec tous les atouts de la France, la beauté d'une ville comme Paris. Par la suite, ils apprendront bien sûr. Non seulement la langue, mais aussi la civilisation française. Et c'est ce que font les Italiens. La Bocconi, la Luis multiplient les cours en anglais. Il n'y a pas du tout ce type de débat parce qu'il y a moins de crispation nationale pour des raisons historiques. Mais de ce point de vue-là, nous sommes dans une situation de convergence. Je crois que nous avions 2 pays très opposés, évidemment. Nous sommes, nous, Français, un pays qui a une très longue histoire nationale. Nous le savons très bien, ancré
concentré sur plusieurs siècles. L'Italie est un pays de construction nationale récente. Nous n'avons pas le même type d'État, nous n'avons pas le même type d'unification nationale, nous n'avons pas le même type de rapport à l'immigration. Nous avons été une grande puissance coloniale, vous ne l'avez pas été. Bref, il y a une multitude de différences. Mais moi, ce qui me marque comme historien, là, c'est la convergence de nos sociétés, la convergence des défis que nous avons à affronter. Nous avons l'abitudine de conclure nos conversations avec quelques phrases en italien. Vorrei precisare che Marc Lazar per me non è soltanto l'interlocutore di questa intervista, è anche un grande amico ed è una persona con cui abbiamo collaborato per 2 libri proprio dedicati alla Francia e all'Italia. E il nostro autorevolissimo terzo interlocutore era Sergio Romano. Libri in lingua italiana. Abbiamo parlato dell'Europa, della opportunità di costruire, di migliorare la collaborazione tra l'Italia e la Francia nel quadro europeo, non in termini puramente bilaterali, ma nel quadro europeo. E allora la domanda che mi viene spontanea è la seguente. Tra 5 anni l'Europa sarà più forte o più debole di oggi? Come vorrei essere tra 5 anni per avere la risposta a questa domanda? Devo dire che sono in questi giorni molto pessimista sull'Italia, sulla Francia, sull'Europa in generale. Sono molto pessimista perché vedo crescere tutti i problemi, cioè problemi economici, cioè l'Europa sta in una situazione sicuramente molto difficile, vedo i problemi sociali, sono molto preoccupato quando vedo anche studenti di altissima qualità che non trovano un posto di lavoro, che sono molto preoccupati per il loro futuro. Sono molto pessimista anche sul piano della politica in Europa, perché vedo partiti politici tradizionali di destra come di sinistra incapaci di rispondere alle attese contraddittorie delle società europee, quelli che sono per il ripiegamento o quelli che invece vorrebbero inventare una nuova democrazia, e vedo crescere i populismi di diverse nature, sia dell'estrema destra sia dell'estrema sinistra, o senza destra senza sinistra, un po' come Beppe Grillo in Italia. E poi quando mi rendo conto che per esempio un paese come la Cina ci guarda noi europei come gente strana che è stata incapace di creare un'Europa unita, e che dicono i cinesi ormai voi non contate più, solo contano gli Stati Uniti e noi, sono veramente molto pessimista. E la mia conclusione è molto semplice: se quelli che hanno le responsabilità nelle società europee, quello che noi chiamiamo le elite politiche, economiche, culturali, sociali, noi giornalisti, professori, eccetera, non diamo risposte a queste sfide, credo che veramente la profezia sul declino dell'Europa, che è una vecchia profezia che è stata annunciata già all'inizio del XX secolo, potrebbe realizzarsi. E allora, in questo caso, se abbiamo la fine dell'Europa, meglio andare a vivere a Roma per aspettare questa fine dell'Europa, come diceva Fellini, che lui parlava della fine del mondo, perché almeno è più divertente. Grazie Marco. Prego. Grazie Marco Lazar. Grazie a lei.